Cosa Vostra. Pour l'année 2023, c'est par exemple la déconnexion. On n'est plus seulement dans le désintérêt pour l'information. Il y a des comportements qu'on appelle des stratégies d'évitement actives, des stratégies de contournement, pour éviter par exemple des lieux où se trouvent des écrans sur lesquels il y aurait des informations, pour scroller très très vite dès que dans votre flux apparaît par exemple une information. Donc on est vraiment dans quelque chose d'actif pour essayer de se déconnecter. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Mediarama, une pastille actu avec Alice Santôme, directrice de l'école de journalisme de Sciences Po. Alice, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors on te connaît, on a déjà eu l'occasion de faire des épisodes ensemble, notamment parce que tu es la correspondante en France du Reuters Institute et comme chaque année, en fait, voilà, le Reuters Institute sort le Digital News Report et donc il y a quelques jours est sortie l'édition 2023, donc c'était intéressant évidemment de t'avoir pour un peu le décortiquer, voir en tout cas les grandes tendances, les usages de l'information de l'écosystème média en France et ailleurs, parce que c'est ce qui est évidemment intéressant, c'est cette comparaison entre chaque pays pour voir où on se positionne, et donc on fera évidemment un focus un peu sur la France. Est-ce que en prenant un petit peu de hauteur, il y a des grandes tendances qui ressortent, soit qu'on attendait, soit qu'on n'attendait pas, mais si en 2-3 bullet points, on doit te demander de résumer le Digital News Report, c'est quoi les grandes tendances ? Alors, ce qu'il faut retenir pour l'année 2023, c'est par exemple la déconnexion. On n'est plus seulement dans le désintérêt pour l'information, qui reste très fort et qui augmente. On est dans l'étape d'après, c'est-à-dire la déconnexion, avec quand même 8% des sondés en France qui cherchent sciemment à se déconnecter de l'information. Donc c'est pas une attention attirée par autre chose, etc. C'est volontairement, on évite, on ne va plus lire de news. Oui, et vous allez voir qu'il y a des comportements qu'on appelle des stratégies d'évitement actives, des stratégies de contournement, pour éviter par exemple des lieux où se trouvent des écrans sur lesquels il y aurait des informations, pour scroller très très vite dès que dans votre flux apparaît par exemple une information, des stratégies aussi vraiment volontaristes de couper les notifications des applications, des éditeurs pour éviter de voir arriver sur son écran de téléphone une alerte, un urgent, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose d'actif pour essayer de se déconnecter, ou en tout cas de se déconnecter partiellement. Ouais, et donc encore une fois des news, parce que ce grand évitement des notifications, l'économie de l'attention, enfin on sait que c'était une tendance de fond, mais là c'est vraiment le côté anxiogène des news que les gens cherchent particulièrement à éviter. Oui, ou de l'impuissance. Ça peut être de le côté effectivement anxiogène, mais ça peut être aussi je me sens impuissant et comme je ne peux rien faire, ou j'ai l'impression de rien pouvoir faire, alors je préfère ne pas le voir. Il y a vraiment cette montée-là. Après, il y a aussi cette demande plus forte de contextualisation, de récits plus incarnés avec des personnages ou des sources qui parlent davantage aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et cet effort-là, il incombe aux journalistes pour essayer d'améliorer les choses. D'accord. Et c'est marrant parce que ça va presque venir, comme c'est incarné, peut-être qu'on l'écoute plus, on le croit plus, il apporte des solutions. Ce sera peut-être dans le futur, je sais pas, vraiment journaliste de solutions dont on parle déjà depuis des années, qu'on a du mal un petit peu à voir. On a l'impression que tout doucement, on va vers ça, parce que ce sentiment d'impuissance, c'est ça. C'est si t'as pas une solution en face, t'as du mal derrière, c'est juste une info un peu anxiogène qui t'arrive dessus, et puis t'en fais quoi. C'est clair que dans le podium des sujets les plus évités, en 1, on a la guerre en Ukraine, en 2, la politique,
et en 3, le Covid. Donc là, ça fait partie du trio qui crée une forme d'aversion aux hard news, en tout cas l'actualité chaude, qui apparaît très nettement cette année. Pareil dans le monde du podcast, on voit que les podcasts qui fonctionnent, c'est plutôt sur des choses on appelle ça le soft news dans notre milieu, mais c'est vraiment l'idée qu'on est sur quelque chose qui va durer. On peut le consommer et l'écouter à différents moments de l'année sans qu'il y ait une actualité vraiment précise qui justifie la publication le jour J. Et donc, on voit bien que quand même, il y a une sorte de détournement du hard news, en tout cas quand il est anxiogène, qui mène pas à de solution, et puis qu'il a un côté très répétitif. Donc, on l'a eu, les 3 cas que j'évoque, là, la guerre en Ukraine, la politique, un matraquage. Et le Covid, il y avait un côté très répétitif, on n'avait pas l'impression que ça avançait. Et ça, oui, ça peut créer effectivement ce phénomène de lassitude, de détournement qui est observé cette année. Il y a un autre point qui est important à retenir et qui a été étudié dans les 46 pays du Digital News Report, c'est est-ce que l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat a de l'influence sur la façon dont on consomme des informations et notamment est-ce qu'on se désabonne quand on a des abonnements payants. Donc globalement, ça peut être une préoccupation dans les foyers de se dire finalement, j'essaye d'économiser, donc je fais des arbitrages et je me désabonne d'un certain nombre de centres de coûts, si je puis dire, si j'en ai plusieurs. On voit que dans certains pays, c'est très net que oui, la baisse du pouvoir d'achat a de l'impact sur le choix de s'abonner à tel ou tel journal, tel ou tel site d'info. En France, pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, est-ce que c'est juste qu'on a étudié ça encore un peu trop tôt par rapport à l'actualité de l'inflation, ou est-ce que finalement ça n'aura aucun impact même l'année prochaine? Je ne le sais pas, mais ce qui est net, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de frémissement, de désabonnement lié à des économies à faire. À l'inflation, en tout cas, la situation économique. Ce que je disais aussi là-dedans, sur le côté un peu économique, c'est que on reste quand même, malgré tout, abonné à un titre ou 2 max selon les pays, j'ai vu, mais il y a quand même le côté un peu winner takes all, c'est très dur. Donc en France, c'est Le Monde, Mediapart, etc. Et c'est quand même très très dur. On ne voit pas vraiment d'évolution. Je ne sais pas si c'était un point saillant dans le rapport ou dans la lecture que vous en faisiez, mais c'est très dur quelque part d'émerger quand la personne a déjà un abonnement principal, quoi. Oui, alors en France, souvent, on en a 2. Oui, je voyais que c'était 2, effectivement, pour la France. Mais, alors, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup intrigués, qu'on a essayé de questionner, parce que dans les autres pays étudiés, c'est plutôt un abonnement. Et en France, c'est 2. Donc là, on s'est posé plein de questions. Est-ce que c'est parce qu'il y a des offres couplées? Par exemple, dans le même groupe, est-ce que vous abonnez à, par exemple, pour le groupe Le Monde et Télérama, Le Monde et l'Obs? Est-ce que Les Échos plus Le Parisien? Est-ce que c'est ça qui explique on en a 2? Honnêtement, ça va rester assez mystérieux parce qu'on n'a pas trouvé d'éléments tangibles qui expliquent pourquoi on est plutôt à 2 abonnements pour la France versus 1 dans la plupart des autres pays. Donc, je suis obligée de nous laisser un peu en l'air sur cette question, désolée. Mais en tout cas, c'était factuel. On n'a pas vraiment compris d'où ça venait. Donc, si vous avez des interprétations ou des éléments, on serait heureux de les avoir. Mais en tout cas, pas vraiment d'évolution sur le fait de s'abonner. Alors, évidemment, en cas d'inflation, crise économique quelque part, voilà, il n'y a pas d'évolution, en tout cas, de prendre plus d'abonnements. Il y a quand même des arbitrages à faire sur les abonnements. Autre grande tendance, j'ai noté, donc c'est évidemment sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous regardez de très près. Donc, il progresse en tant que point d'entrée et le site internet principal, donc des médias, recule. C'est confirmé cette tendance? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Là, c'est vrai que si vous êtes éditeur et que vous attendez à ce que vos lecteurs se connectent directement sur la page d'accueil de votre site d'info, globalement, vous n'êtes pas forcément dans la bonne stratégie. En plus, avec les efforts de moteurs de recherche pour agréger directement, quand vous posez une question dans un moteur de recherche, des éléments de réponse sans même renvoyer vers le lien d'un site d'info, on est vraiment dans effectivement un accès qu'on n'appelle pas direct sur les sites d'éditeurs. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la plateformisation des contenus, c'est-à-dire que la plupart des internautes consomment de l'info quand ils la trouvent sur les plateformes qu'ils occupent déjà, type les réseaux sociaux. Et là, on voit que, en tout cas en France, on a une percée de TikTok dans cet usage.
Ouais, ça c'est fou, hein, le TikTok versus Meta, donc Facebook en l'occurrence, on le voit. Alors c'est une stratégie aussi de Facebook, clairement, ils ne veulent plus de news, donc ça représente, je crois maintenant, moins de 3% des contenus sur Facebook sont des contenus de news, même si ça reste important quand même pour pas mal d'éditeurs qui est d'entrée. Mais voilà, c'est la progression de TikTok dans la consommation d'informations, mais pas forcément toujours non plus la bonne information. Sur TikTok, c'est des influenceurs, c'est pas forcément tout le monde n'est pas Alter Echo qui a un super compte TikTok en l'occurrence. Je fais des appels du pied, j'aimerais bien les avoir sur Mediarama, mais voilà, c'est TikTok, c'est quand même le gros phénomène observé en progression. Oui, en progression, et effectivement, ça pose plein de sujets, plein de questions. Beaucoup d'éditeurs se demandent s'ils y vont ou non. Puisque je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on récolte pas de données quand on est éditeur, quand on produit du contenu. Donc, vous avez un certain nombre d'éditeurs qui estiment que c'est des investissements à perte. Donc, ça, c'est le premier sujet. Donc, beaucoup se demandent s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous y êtes, effectivement, quand vous scrollez, ça a été d'ailleurs étudié, au bout d'un certain nombre de secondes, vous êtes exposé à une fake news très, très vite. Je me souviens plus exactement du timing, mais c'est NewsGuard, je crois, qu'il a étudié. Et la deuxième chose, c'est que quand vous cherchez un mot dans le moteur de recherche de TikTok, il vous est suggéré un qualificatif associé à votre terme de recherche. Et souvent, c'est influençant, parfois en faveur de la désinformation. Et ça aussi, ça pose un certain nombre de soucis aux éditeurs. Ça, c'est l'algorithme qui va renvoyer vers les contenus les plus viraux, qui sont souvent des informations, mésinformations ou fake news même carrément. Donc ça, et le pouvoir de suggestion. Ouais. Par exemple, il y avait un cas documenté qui était sur un massacre qui avait eu lieu en Ukraine. Vous tapiez le nom de la ville et associé était TikTok vous suggérait fake, comme si ce massacre n'avait pas eu lieu. D'accord. Donc voilà, ça fait partie des problématiques qu'un éditeur seul ne peut pas gérer, à part refaire du fact-checking, etc. Mais sinon, oui, ça pose vraiment des sérieux problèmes en termes d'accès, d'interface, de système de scroll et de moteur de recherche. Ouais. Et ça, clairement, j'imagine pas que ce soit fait de manière volontaire par TikTok, etc. Il n'y a pas forcément d'agenda, c'est juste l'algorithme qui promeut ce genre de contenu, qui marche bien, tout ce qui est voilà pour décrédibiliser des vrais événements ou pas. Enfin, je l'imagine. Je sais pas si vous êtes posé la question de vous dire pourquoi est-ce que sont associés des suggestions d'événements fake, là, en l'occurrence, sur ce massacre qui est vrai. On n'a pas étudié le fonctionnement exact, ni effectivement les décisions stratégiques. On a vraiment étudié la partie consommation. Ouais, sur TikTok. Et qu'est-ce que tu penses, toi, pardon, c'est pas dans le digital, mais sur l'utilisation de TikTok, il n'y a pas effectivement de monétisation immédiate ou de modèle, mais tu penses que les médias doivent y aller? Alors honnêtement, on a fait une journée d'études entière en décembre dernier où on a invité beaucoup d'éditeurs à venir discuter de la question. Moi, je suis pas éditrice, donc je suis là pour observer ce qui se passe et essayer de faire en sorte que nos futurs journalistes soient bien formés. Il y avait quasiment la moitié des éditeurs présents qui disaient ne pas vouloir y aller et l'autre moitié qui y allait en mode test. Voilà, à partir du moment où la plateforme, elle devient prégnante chez des audiences que vous cherchez à viser, c'est quand même difficile de faire comme si ça n'existait pas. Exactement. En termes de notoriété. Il faut aussi avoir une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en retire, quelle puissance ça me donne, quelle longueur d'avance ça me donne par rapport à mes concurrents. Et ça, c'est vrai que c'est sans data récoltée, c'est pas évident de répondre positivement à ces questions-là. Ouais, c'est clair. C'est voilà. Après, moi, j'aurais tendance à dire, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est mon conseil perso, mais d'au moins essayer pour de la notoriété, pour confronter sa marque à des jeunes populations, en se disant que bon, c'est toujours mieux que ne connaissent même pas l'existence de votre média, puisqu'on l'a dit, ils iront pas forcément sur les sites d'actualité. Ça vaut le coup de tester. Enfin voilà, c'était en tout cas sur TikTok. Qui voilà, dans le rapport, on voit bien cette progression fulgurante post-Covid, ça a juste explosé, et donc c'est vraiment très présent. Et donc je le disais, Facebook qui est quasiment disparu en termes de sources d'information, en tout cas pour les gens. Si on fait un petit focus sur le paysage news français, sur la confiance, la France est 36e sur 40 sur 46. C'est faible. C'est très très faible. Ce n'est pas nouveau de cette année.
Non, c'est ça. En 2015, 38%, ça a baissé à 30% en 2023. Mais voilà, c'est pas nouveau. On le voit dans d'autres rapports, la Croix-Cantar, etc., la confiance dans les médias. Mais ça baisse, c'est pas bon. Non, c'est faible, on peut le dire. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille pour le Digital News Report et on est toujours classé, la France est toujours classée très bas parmi les pays étudiés sur la confiance. On a essayé de l'expliquer à plusieurs reprises, donc c'est vrai que ça dépend du contexte. Il y a quelques années, il y avait eu la crise des gilets jaunes, les manifestations sociales dans la rue qui avaient montré que sans doute une partie des rédactions ou des journalistes pouvaient être déconnectés, trop centralisés en Île-de-France. Enfin, beaucoup d'éléments là qu'on avait racontés dans les éditions précédentes. Cette année, on le corrèle à quelque chose qui est culturellement très français, la grognerie, le côté un peu râleur. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un haut niveau de critique dans la population française qui peuvent influencer les consommateurs d'informations. C'est-à-dire qu'autour de vous, vos collègues, vos amis, vos parents, vos enfants, vos conjoints critiquent les médias et la façon dont est fabriquée l'information, y compris le rôle des journalistes. Et mine de rien, ça finit par infuser. Ouais, la petite graine est plantée et puis on finit par... Et vous finissez par vous dire, bah oui, si mon voisin le dit, il y a sans doute du vrai. Et c'est aussi un discours très critique qui est porté par des élus. Donc à plus ou moins tous les étages de la société, très local, national, régional, etc. Et donc ce haut niveau de critique, on le voit pas dans d'autres pays. Donc c'est un des éléments qui peut expliquer ce qu'on a constaté en 2023. En France, quoi. Ouais. Et certains quand même médias s'en sortent mieux, notamment le service public. Hein. C'est assez présent. France Info, France Bleu, France Télévisions et Le Monde. Sont les médias auxquels le panel déclare avoir le plus confiance. Est-ce que c'est le cas aussi dans d'autres pays ? Non, le service public en France, il a vraiment une place à part. On peut dire que la population française considère, oui, que c'est un bien public. L'information publique est un bien public. On peut le dire comme ça. Il y a aussi ce qui explique peut-être la confiance dans des groupes comme France Télévisions, Radio France. Vous savez qu'ils ont beaucoup de bureaux et des locales, on appelle ça des locales, très implantés dans tous les territoires. Et quand vous écoutez ce que disent un habitant, il fait la queue pour aller chercher son pain et effectivement, il va se retrouver à côté du journaliste de sa locale, il sait qui c'est. Une sorte de proximité qui se dégage et qui peut créer davantage de confiance que quelqu'un qui n'est pas dans la même vie qu'eux, dans les mêmes consommations, je dirais, du quotidien pour aller acheter son pain ou autre. Décorrélé, on imagine que ces gens ne vont même pas eux-mêmes à la boulangerie. Chercher son pain, oui, il y a peut-être ce fantasme, oui. Et donc, le fait de voir qui est le journaliste localier et ces groupes-là des services publics portent ça avec une implantation très forte dans le territoire, ça aide effectivement à cette confiance. En ce qui concerne Le Monde, ils ont fait ils font d'énormes efforts pour certifier les informations. C'est quand même parmi les premières rédactions qui se sont lancées sur et le numérique. Et aujourd'hui, toutes les plateformes, faire beaucoup de fact-checking, cette mission de certificateur. Ils récoltent ce qu'ils ont semé depuis 20 ans, être quand même des pionniers sur l'information digitale, sans doute. Ouais, clairement, et qui continuent de recruter des journalistes, même s'ils produisent moins. C'était leur publicité à un moment donné, je trouvais ça très bien, mais effectivement, c'est simple aussi ce truc que je disais, winner takes all, c'est Le Monde. C'est peut-être le premier abonnement que tu vas prendre dans un média, tu vas aller sur Le Monde, et derrière c'est un peu plus compliqué. Mais intéressant en tout cas effectivement ce que tu disais sur ce côté région, parce que ça se lisait bien aussi dans le rapport. Les gens ont quand même plus confiance dans les news locales, régionales, que dans les news nationales. Donc ça s'explique peut-être par ce maillage. Oui. France Bleu. Oui, parce que en dehors du service public, il y a aussi effectivement un lien particulier, par exemple pour les titres de PQR avec lesquels la plupart des usagers ont grandi. Ils ont vraiment l'impression que ça raconte la vie qu'ils ont et ils peuvent davantage se projeter dans un quotidien qui est peut-être moins incarné quand les rédactions sont implantées en Île-de-France. Il faut aussi raconter l'actualité de l'Île-de-France, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se noue. On sait qui c'est, on sait quelle source il est allé voir, quel terrain il a arpenté, et ça, c'est un gage de confiance pour beaucoup de
des sondés du Digital News Report. Ce qui est plutôt encourageant. En tout cas, il y a des endroits où il y a de la confiance, où les gens sont demandeurs. Pour autant, 11% seulement déclarent payer pour de l'information en ligne. Alors, on parlait tout à l'heure le nombre d'abonnements, ça baisse, etc. Mais quand même, ce chiffre, en France, je parle, c'est vraiment extrêmement peu. J'ai pas le tableau sous les yeux, mais d'autres pays, notamment les pays nordiques, on est à, je crois, 60, 70%, enfin des chiffres très très hauts, et seulement 11 sont prêts en France à payer pour l'information en ligne sous forme d'abonnement. Comment t'expliques que ce soit si peu? Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France? J'ai cité quelques zones comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où c'est un peu étonnant et bien différent? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un chiffre qui n'évolue pas. L'année dernière, c'était déjà 11%. Donc, bon, alors oui, on est c'est stable. C'est stable. Ça ne baisse pas, ça n'augmente pas. Pourquoi? En fait, il y a plein d'explications à ça. On l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup de nos concitoyens, l'information c'est un bien commun public. Quand ils s'informent grâce à France Télévisions, Radio France, l'AFP, etc., en fait, comme jusqu'au 1er janvier, on payait la redevance et qu'il y a un système d'aide à la presse qui est quand même issu de l'argent des impôts. Des contribuables. Et des contribuables. Indirectement, même s'ils ne sont pas dans les 11%, la plupart de la population française considère qu'elle cotise en quelque sorte pour avoir de l'information de qualité. Mmh. Donc, c'est pas forcément... techniquement, je suis pas sûre que toute la population française soit au courant des aides à la presse, mais indirectement, on a l'impression, oui, la redevance, en tout cas, de cotiser en partie pour avoir cette information-là. Donc, et puis après, il y a le dernier point qui est que on a quand même beaucoup d'efforts dans le système éducatif pour abonner les jeunes dans les CDI et autres pour leur donner de l'accès à l'information, qui est donc pris en charge par soit l'école, soit plus tard des entreprises, soit des institutions, qui fait que ça ne vous éduque pas à prendre par vous-même un abonnement. Oui, à aucun moment on nous explique que c'est payant et il y a toujours une manière d'avoir gratuite et les gens sont contents de le donner, etc. quelque part. Mais souvent, je sais pas si vous parlez à vos collègues, etc. Mais pourquoi mon entreprise ne me payerait pas un abonnement? Finalement, beaucoup de gens considèrent que c'est dans le package professionnel. Et avant d'avoir une carrière et donc d'être installé dans la vie professionnelle, quand on est étudiant, avant élève, souvent ce sont des abonnements qui sont offerts en quelque sorte, soit par les municipalités, soit par les écoles, etc. Et donc, vous n'avez jamais été éduqué depuis votre plus jeune âge à prendre un abonnement individuel que vous allez payer sur vos deniers. Finalement, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a éduqué dans le système français. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on les éditeurs font, les systèmes de paywall, les campagnes, etc. Ça marche pour certains, mais ça n'a pas un impact profond, en tout cas sur la population, si c'est stable quelque part. Pour l'instant, c'est pas notable. Après, si vous leur dites ça, ils vont vraiment avoir peu de chances d'espérer. Mais après, c'est quand on se démarque. L'exemple de Mediapart ou du Monde ou même du Figaro, où franchement, ils ont quand même ce qui doit être troisième en termes d'abonnés ou deuxième, d'abonnés qui est extraordinaire. Donc, l'action de s'abonner est peut-être pas évidente parce que culturellement, on n'a pas éduqué la population à le faire. Mais une fois que vous êtes abonné, alors vous savez pourquoi et vous avez des bonnes raisons de le rester. Donc, c'est la marche qui est un petit peu haute. Mais c'est sans doute lié en partie à notre système éducatif. D'accord, parce que effectivement, tu as vu, il y a dans d'autres pays, les chiffres n'ont vraiment rien à voir. Donc je sais pas, ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas de presse dans les écoles ou si on se disait parfois c'est que c'était l'abondance de l'offre peut-être en langue française. Tu sais, quand tu es en Suède, les news en suédois, tu peux pas aller sur internet trouver des milliers de trucs. Donc à un moment donné, si tu veux cette info qu'elle est payante, tu payes en français. Et encore évidemment plus en anglais, tu peux toujours trouver l'article qui va traiter gratuitement quelque part. Tu vois, t'as toujours un média gratuit qui va être sur un modèle gratuit, etc. Donc, est-ce que peut-être la diffusion de la langue n'aide pas forcément? Il y a ça, et puis il y a aussi en France qu'on a une diversité d'initiatives journalistiques en ligne extraordinaire. Ça existe nulle part ailleurs. En Europe,
vous avez jamais autant d'initiatives. Il y en a encore qui se sont créées cette année et on a eu toujours un tissu très dynamique de création de startups de l'info, de pure players. Ouais. Et à la fois, c'est une diversité éditoriale. Ils n'ont pas tous le même positionnement éditorial, mais aussi de business model. Pas la même façon de fonctionner économiquement. Une diversité dans le tissu d'implantation. Il y en a qui font que de l'enquête, il y en a qui font que les enjeux environnementaux, certains font que de la vidéo en ligne, d'autres que de l'écrit. Enfin, vous voyez, vous avez plein de propositions. Et à la fois, moi, honnêtement, je trouve qu'on a vraiment de la chance d'être dans un pays aussi culturellement riche en termes d'information. Mais sans doute qu'effectivement, cette pléthore d'initiatives fait que finalement, vous pouvez picorer un peu à droite à gauche. Quand je vois, c'est un des rares pays que je connais vraiment bien en Europe, c'est en Norvège. Vous avez VG, ça s'appelle. Ça appartient au groupe Schibsted. C'est quasiment une position monopolistique. Vous allez là-bas, c'est un temple. Tout le monde s'informe avec eux. Alerte VG sur n'importe quelle actualité. C'est vraiment pas du tout la même position qu'en France. Mais aucun autre média en Norvège ne ressemble à VG en ligne. Ouais, voilà. Donc, en fait, si on veut les lire, on n'a pas le choix, on paye, et d'où cette propension. Dernier chiffre que j'avais un peu sorti pour la France, le podcast qui se stabilise. 28% des répondants déclarent avoir écouté un podcast le dernier mois. C'est un peu la fin peut-être du boom de l'usage. Je sais pas si c'est le cas aussi dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous dites dessus? Non, mais nous, on a eu une floraison de studios de podcast, d'ailleurs souvent portés par des femmes en France. Et là, on arrive quand même à une forme de régularisation de la situation après plusieurs années d'explosion. On va voir si ça va se maintenir à ce niveau-là et qu'en fait on est arrivé en haut de la courbe ou est-ce que c'est ponctuel cette année, voilà, ça c'est un peu trop tôt pour le dire. Il faudra qu'on étudie ça en 2024. Voilà, avec d'autres données. On arrive au bout de cette pastille, Alice. Est-ce que toi, en tant qu'observatrice, il y a peut-être d'autres tendances qui t'ont marqué, d'autres choses que j'ai pas forcément vues, qui sont à surveiller ou qui sont étonnantes, que ce soit en France ou à l'étranger? Oui, moi, ce qui m'a étonnée, c'est un autre chiffre qu'on n'a pas cité, c'est 39% des sondés en France qui préfèrent lire des informations plutôt que les regarder. 39%. 39%. C'est quand même important. Préfèrent lire plutôt que regarder. Regarder, donc c'est le monde de la vidéo. Ouais. Donc ça, honnêtement, je ne m'y attendais pas, puisque on dit que voilà, l'essor de la vidéo en ligne est massif, prend le pas sur tout le reste. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit que finalement, le monde des mots, le monde de l'écrit, en France, il reste prégnant. Il reste important. C'est bien, ça laisse un petit peu d'espoir et que tout ne sera pas vidéo, même s'il y a plein de choses à faire belles en vidéo. L'écrit reste. Merci, Alice. Merci. C'était très sympa, écoute, d'avoir donc ces informations sur Digital News Report. Je mettrai le lien en commentaire de l'épisode et puis peut-être à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. 2024. Exactement. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.